Bonjour à tous, 2 points. C'est désormais l'écart qui sépare Lewis Hamilton de Nico Rosberg pour le championnat du monde de Formule 1 à l'issue du Grand Prix d'Italie, 14e manche de la saison. Et on va en débriefer de ce Grand Prix d'Italie qui s'est déroulé à Monza avec Jean-Luc Roy, bien évidemment, qui est avec nous. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Gianluca en italien. Gianluca. C'est pas mal. Ciao, ciao tutti, ciao tutti, ciao bella. Bon, je vois que tu es toujours dans la bonne ambiance de Monza, qui est unique au monde, on est bien d'accord. Ah oui, ça c'est vrai que c'est un rendez-vous vraiment qu'on veut conserver dans le calendrier. J'ai l'impression que c'est bon d'ailleurs, hein, tu as vu. Oui, alors normalement le contrat n'est pas officiellement signé, mais bon, Bernie a fait une conférence de presse avec le président de l'Automobile Club d'Italie. A priori, on est reparti pour 3 ans, donc jusqu'à 2019 inclus, à Monza, ce qui est évidemment une formidable nouvelle, comme tu le disais. Quelle ambiance, heureusement qu'on a Monza tous les ans déjà, avec cette belle ambiance. Dans quelques instants, je vais te poser des questions sur Ah Ferrari bon et leur stratégie, sur Jenson Button et Felipe Massa, Oui, qui bien nous ont sûr. fait évidemment 2 annonces très importantes. Sur Pierre Gasly aussi peut-être, qui attend son heure peut-être pour arriver en Formule 1. Et puis sur Esteban Ocon pour son 2e Grand Prix. Tu vas tout nous dire. Mais commençons par la victoire des Mercedes. Bon, faut être honnête, est-ce qu'on en a douté que Mercedes allait perdre ce Grand Prix d'Italie ? Écoute, pas une seconde à partir du moment où la première chicane était franchie. Tu me vois venir, parce qu'effectivement, la seule chose qui pouvait jouer contre Mercedes, c'était Mercedes et ses pilotes, dans la mesure où on se rappelle de l'accrochage de Barcelone, mais on va l'évoquer longtemps, parce qu'à chaque départ, lorsqu'il y a les 2 pilotes aussi serrés, alors bon, juste un tout petit mot, si tu veux bien, sur la pole d'Hamilton, qui était quand même remarquable. Ah oui. Là, vraiment, il a mis un coup sur le casque de Rosberg. D'ailleurs, Rosberg, là aussi, le body language, comme on dit, il faisait la tronche, il n'y a pas d'autre mot. Il s'est dit, oula, où est-ce qu'il a été chercher tout ça ? Quand la question a été posée en conférence de presse, Hamilton a dit, moi, je sais pas, faut lui demander à lui pourquoi il n'a pas réussi. Bon, genre, évidemment, comme d'hab. Oui. Et alors, après, écoute, on va dire qu'effectivement, Mercedes était imbattable. On va dire que celui qui prenait le meilleur départ, et là, on ne sait toujours pas pourquoi Hamilton a pris un très mauvais départ. Eh oui. Au départ, il s'incriminait lui-même. Après la course, il semblait dire qu'il y avait eu un problème technique. Bon, on ne saura jamais avec les Formule 1, maintenant, on ne peut plus savoir. La procédure est complexe. En tout cas, Rosberg était devant, il a mené une course impeccable et personne ne l'a rejoint. Voilà. Bon, c'est vrai que tout le week-end, on a quand même cru que c'est Hamilton qui allait gagner. Bien C'est un sûr. véritable échec, là, pour lui, pour le coup. On peut dire oui, naturellement, c'est un échec. D'ailleurs, là aussi, l'attitude des 2 pilotes, et moi je la déplore une nouvelle fois, dans la fameuse petite chambre de décompression avant de monter sur le Ah oui, podium. à chaque fois, c'est un régal, Moi, je trouve ça assez lamentable Oui. de voir 2 garçons qui sont plus des gamins, maintenant qui ont une trentaine d'années, qui sont des types responsables, même que chez Mercedes, on leur dise pas, et les gars, regardez-vous, une petite tape dans le dos, bon ok, bien c'est joué, ça. c'est bien joué. Il faut attendre 20 Là, secondes pour que... Ah, t'es là, oui. Ouais, Voilà. c'est honteux. Moi, je trouve ça, c'est malsain, c'est pas sympa. Alors que, ok, ils se détestent, je comprends pourquoi, tout le monde le sait très bien. Ils ont été potes pendant 15 ans, ils ont usé leur fond de culotte et leur baquet, etc. Bon, maintenant qu'ils en soient arrivés à cet état-là, c'est dommage. Je te dis oui, ça rappelle les pires heures de Prost Senna, dans le mauvais sens du terme. Voilà. Bon, alors écoute, Rosberg s'était fait dès le départ. Hamilton, on se doutait qu'il avait les moyens d'aller jusqu'à cette 2e place. Donc la question, c'était quand même, est-ce que Ferrari pouvait faire quelque chose ? Alors, on ne pouvait pas être plus conservateur que Mercedes. Un arrêt avec des pneus médiums pour faire une trentaine de tours. C'était Moi, impossible. c'est comme ça que j'analyse. C'était impossible Oui. d'être plus conservateur. Voilà. Bon. Effectivement, ça tu as raison. Donc Ferrari, moi je trouve que c'est pas mal. Ils ont au moins essayé quelque chose. Ils ont osé, et là c'est pareil, dans la mesure où à stratégie égale, ils étaient naturellement dominés, donc battus par Mercedes, il fallait bien tenter quelque chose, donc ils ont tenté effectivement. Alors les arrêts, je les ai notés comme à chaque fois, 16e tour, pardonne-moi, d'abord pour Vettel, 15e tour pour Raikkonen juste avant, ensuite 33e tour pour Vettel, 34e pour Raikkonen. Bon, on a fait ce qu'on a pu avec un petit stint d'environ 16-17 tours en super soft, où effectivement à ce moment-là de la course, les Ferrari roulaient dans les temps des Mercedes, mais on savait bien que ça ne durerait pas et qu'ils étaient obligés de repasser par la voie des stands. Donc, mais ils ont essayé, moi je trouve ça très bien. Ça a animé un petit peu la course, même s'il n'y avait pas un véritable suspense sur l'issue du combat. Voilà. Donc finalement 3 et 4, c'est ce qu'ils Oui. pouvaient espérer pratiquement de Oui, mieux. écoute, quand on part 3 et 4 effectivement sur la grille derrière les flèches d'argent, malgré la bourde, on va dire, d'Hamilton quand même au moment du départ, on savait bien qu'il allait récupérer son bien et que ça allait se terminer comme ça. Alors c'est vrai que résumé comme ça, c'est un peu triste. Bon, on n'a pas fait semblant d'y croire non plus, mais moi je suis content que Ferrari ait essayé. Il faut au moins essayer quelque chose. Bon, dans ceux qui sont classés dans les points, un petit mot sur Verstappen, puisque c'est vrai que c'est lui qui n'a cessé de faire l'actu tout au long de la semaine. Bon, là, est-ce qu'il est rentré dans le rang ?
par le fait de sa mécanique, de sa voiture, de son moteur sur ce week-end, ou est-ce qu'il y a quand même un petit coup sur la tête qui lui a été porté? Je pense qu'il y a un petit peu des deux, parce que je pense quand même que Charlie Whiting l'a convoqué jeudi, lui a remontré les images, encore une fois, de la fameuse tentative de dépassement de Raikkonen au bout de la ligne droite, hein, et là, il a compris quand même qu'il en avait fait un peu trop. Alors, Whiting a tenu à préciser qu'il n'était pas hors jeu, qu'il n'était pas hors la loi, qu'il n'avait pas enfreint les règles, mais qu'évidemment, il a changé de trajectoire au tout dernier moment, ce qui était quand même extrêmement dangereux. Donc, je crois que Whiting lui a dit très clairement, attention, vieux. Puis en plus, il y a eu quand même le tollé de l'ensemble des pilotes en disant faut pas recommencer des coups pareils parce que ça peut très mal se terminer. Alors je sais pas si tu vas me dire un mot ou pas de la polémique avec Villeneuve et consorts, on s'en fout un peu. Voilà, tout ça c'est pas très important. C'est notre rôle ici de l'alimentaire. Moi, ce que je reproche simplement, c'est que effectivement, dans ce cas-là, Verstappen est une valeur montante. Encore une fois, je veux bien qu'on dise c'est mon chouchou. Non, c'est pas mon chouchou. J'apprécie simplement un pilote de talent qui ose. Voilà. Et je crois que dans le monde de la Formule 1, personne ne peut lui reprocher. Maintenant, il a été trop loin, comme je l'ai dit ici même il y a une semaine. Fallait lui taper sur les doigts. Ça a été fait. Je crois que le prochain coup, et c'est la réponse à ta question, s'il va trop loin, il sera sanctionné. Tant pis. Donc, il n'est pas protégé. Et là, il était bon de le remettre dans le droit chemin. Alors, ça a été le cas. Il y a eu un dépassement un peu rugueux. On l'a bien vu sur Sergio Pérez, sur Force India. Mais pas indécent, hein, parce que quand on est pilote de course, et surtout à Monza pour dépasser, il y en a eu d'autres, des dépassements un poil limite, un poil fort à l'entrée des chicanes. Ouais. Bon, voilà. Verstappen, donc disons un peu en mode effectivement, mode numéro 2. Voilà. Pour finir sur Red Bull, j'ai envie de te dire, bon, il y a une polémique en fin de week-end parce que Pierre Gasly qui est prêt à être promu en F1, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Bon, Kvyat qui est nulle part. Alors, il paraît que le français s'est peut-être un peu avancé, il a démenti après, moi je le crois bien volontiers, bien évidemment, il ne peut pas être aussi décalé pour dire oui, je vais remplacer Kvyat. Mais Kvyat, il est nulle part, hein. Ça, non, hélas, faut bien on est d'accord, oui. le pauvre Kvyat, il n'existe plus, mais ça, depuis qu'on l'a rétrogradé, on a bien compris, de Red Bull à Toro Rosso, il a compris que sa chance, il l'avait malheureusement laissé filer, que pour des raisons X, alors il y a un contrat quand même, je suppose qu'évidemment, ça va être un peu difficile et on doit l'étudier chez Red Bull, soyons clairs, et ici même, d'ailleurs, on le dit régulièrement, je crois que son sort est scellé en fin de saison, à moins qu'il réalise toujours pareil un exploit considérable, mais je ne le vois pas, parce que mentalement, on voit bien qu'il est brisé, il n'a plus de ressort, donc là, il était nulle part non plus, alors que Pierre Gasly, on l'espère tous, en tout cas, je le dis à titre personnel, je sais que tu le partages, on l'espère qu'il va le remplacer effectivement, avant la fin de saison ou pas. Moi, je ne vois pas Pierre se lancer dans des déclarations à l'emporte-pièce. Ça, tu me pardonneras, je vais résumer, c'est les conneries d'Internet. C'est-à-dire qu'il suffit que n'importe qui colporte n'importe quel bruit le plus tordu. Enfin, ce serait une faute, une erreur stratégique, politique, et Pierre est bien assez intelligent, bien trop intelligent pour faire ce genre d'erreur. Tout à fait, voilà. Bon, allez, je vais te citer deux noms, tu vas me dire ce que tu penses d'eux, parce qu'ils ont fait l'actu, ils ont annoncé l'un qu'il a arrêté sa carrière en F1, l'autre qu'il était en semi-retraite, bon, on verra ce que ça peut signifier. On commence dans l'ordre chronologique, Felipe Massa, donc vice-champion du monde 2008, on s'en souvient tous, bien évidemment, ancien pilote Ferrari. Felipe Massa, un beau palmarès quand même, 11 victoires, je ne sais plus combien de podiums, mais un pilote talentueux, un garçon sympathique, vraiment, un type qui va manquer à la Formule 1, indubitablement, puis brésilien, qui a vécu également cet accident terrible en 2009 en Hongrie, où il prend le ressort, vous vous en souvenez tous, où il est défiguré, on craint pour sa vie, et puis après on craint pour son œil et on craint pour sa carrière. Bon, il s'en sort, courageusement, il revient. Écoute, il va manquer au panel de la Formule 1. Maintenant, j'ai tendance à dire aussi, cette saison, depuis quelques Grands Prix, il n'y est plus tellement. On sent bien qu'on ne va pas le retenir chez Williams, on l'a dit ici même aussi, on parlait beaucoup de Button, justement, on va associer les deux. Donc, c'est une perte, évidemment, pour la Formule 1. Maintenant, les carrières de pilotes de Formule 1, au-delà de 35 ans, 36 ans, on sait bien que ça devient très compliqué. Il n'y avait pas d'autres baquets intéressants pour lui. Quand on a eu la belle carrière qu'il a eue, effectivement, il vaut mieux sortir par le haut que par le bas. Je ne sais pas quel sera son avenir en sport automobile ou ailleurs, mais en tout cas, merci d'être venu et belle carrière quand même. Oui. Dans l'ombre, on s'en rappelle aussi de Michael Schumacher, et moi je le déplore une nouvelle fois parce que je pense que Massa méritait mieux à ce moment-là. Si on lui avait laissé la bride sur le cou, si on lui avait permis de lutter, peut-être aurait-il un palmarès encore plus fourni que celui-là. Oui. Voilà. Il a avalé moins de couleuvres que Barrichello. Certes, mais bon, qui était pilote brésilien aussi. C'est vrai. Alors Button, qui le lendemain ou presque nous annonce donc une sorte de retraite, donc plus pilote en 2007, restant quand même dans l'environnement McLaren, avec un contrat toujours possible, mais bon, comment tu analyses un petit peu tout ça ?
Ce sont des mots. Moi, je pense qu'on n'a pas trop d'exemples dans la Formule 1 récente et même ancienne d'un pilote qui, effectivement, accède à ce rôle, entre guillemets, de consultant. Alors, il y est, mais il n'y est plus, mais il y est quand même. Oui. On l'a annoncé chez Williams. Je crois pouvoir dire que c'est pour des raisons essentiellement financières que l'accord ne s'est pas fait, parce que, et c'est normal, Jenson Button, champion du monde, faut-il le rappeler, en 2009. J'ai oublié de dire à propos de Felipe Massa, quand même champion du monde, 30 secondes, 35 secondes chez lui. Et ça, je pense que ça a été, en 2008, un très très dur à vivre, évidemment. Bon, c'est la vie, c'est comme ça. Il l'a au moins été un moment et il a été vice-champion du monde. Oui, une trentaine de secondes, c'est ça, quand il passe la ligne, il est champion du monde. Entre-temps, Lewis Hamilton double Timo Glock. Et arrive, et c'est lui. Bon. Donc je reviens à Jenson Button. À partir de là, moi je le voyais bien chez Renault, je l'ai dit ici même. Je pense que c'était une belle figure. C'était un pilote majeur avec une expérience. Il a travaillé avec Renault, un pilote qui a été champion du monde, je l'ai dit, un pilote qui est travailleur, qui est solide, parce qu'il ne déparaît pas par rapport à Alonso, qui est l'un des pilotes les plus rapides. Il est pratiquement à son niveau, voire à son niveau de performance. Moi, je l'aurais bien vu chez Renault. Bon, il a choisi cette option et Ron Dennis ne voulait pas le lâcher. Il voulait tout. Ron Dennis, il voulait à la fois faire monter Stoffel Van Dorn, ce qui est donc fait, et puis garder Jenson Button dans le giron. Bon, écoute, c'est une grande figure également, parce que c'est un type humainement qui était détenteur, comme Massa et comme d'autres, comme Alonso, d'une certaine Formule 1 que nous avons adorée et qu'on espère revoir un jour. Voilà, je ne peux pas dire mieux. En plus, c'est un grand sportif. C'est un type digne, c'est un type intelligent, c'est un type sensible. Écoute, oui, c'est une perte. Voilà. Je m'interroge moi parfois sur l'ambiance qui doit régner chez McLaren, parce que tu as entendu cet échange radio à la fin du Grand Prix où on dit quelque chose à Alonso et il rigole de manière un petit peu... oui, parce qu'on l'arrête. On l'arrête après. Et oui, il rigole de manière amère et caustique. Bon, à chaque fois je suis un peu gêné d'entendre ce genre de... Ils sont en bagarre avec Romain Grosjean pour la 11e place. Les deux McLaren, Honda, pardon, je suis engoué, se retrouvent derrière à la bataille. Mais il n'y a pas de point à la clé, puisque le point il est pour le 10e qui est loin devant. Et puis là, on lui dit, on va t'arrêter, quoi. On lui dit, tu vas devoir repasser par les stands à 3 tours de l'arrivée. C'est un peu grotesque. Donc Alonso, il a un rire mauvais, mais bon, des fois, je me demande. Bon, en parlant de Haas, c'est pas de Romain Grosjean, désolé Romain, dont j'ai envie de parler, c'est de Esteban Gutiérrez, qui nous a fait une super qualif et qui était bien positionné, mais qui a complètement craqué, qui n'a pas eu de chance au départ, je pense que c'est pas entièrement de sa faute, mais c'est dommage, il a loupé une occasion. Écoute, Esteban Gutiérrez, il monte en puissance. On sait bien qu'il y a un talent là aussi, et le fait qu'en qualification, il est fait mieux que Romain Grosjean, qui est quand même une belle référence. Romain qui termine 12e, mais pénalisé pour le changement de voie de vitesse et qui part 17. Mais Esteban, malheureusement, perd tout dans les frictions et un peu ce qui se passe dans le premier tour. Effectivement, se retrouve très loin. Puis après, ils ont des courses un petit peu similaires, mais on termine 11 et 13. Ouais, voilà, on termine loin. Mais Gutiérrez, il lui manque l'exploit. Il est toujours pas là, au moins rentrer dans les points, comme Romain l'a fait à plusieurs reprises. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Et on va terminer par l'autre Esteban, parce qu'il y en a donc deux en F1, dont un qui est chez nous, le Français Esteban Ocon, deuxième Grand Prix. Alors écoute, samedi, il fait pas 100 mètres en qualif, donc on peut rien dire. Après, il fait une course, il va au bout. On peut rien dire. Écoute, pour le moment, il faut lui laisser le temps d'apprendre. Il a eu le même problème le vendredi après-midi pendant la deuxième séance d'essai libre. Il a eu un problème électrique, apparemment, qu'il a immobilisé après 13 tours. Et lui, ce dont il a le plus besoin, c'est d'expérience et d'engranger des kilomètres et des tours avant de bien se sentir. Moi, j'en reviens, c'est pas pareil. On va pas le surprotéger parce qu'il est français et qu'on l'aime beaucoup. Mais quand même, il a besoin d'expérience. Ça fait 2 Grands Prix qu'il mène au bout. Pour Manor, contrairement à son équipier, mais apparemment il a eu un problème aussi technique du côté de Verlaine, donc apparemment cette petite... Qui faisait un très bon début de course, Verlaine. Superbe. Faut être honnête. Ce qui veut dire que si Esteban arrive à être dans... oui, parce qu'ils sont pas si éloignés l'un de l'autre. Ils sont très proches l'un de l'autre, on l'a bien vu en performance lors des différentes séances, puisque parfois Esteban a été devant, sinon Verlaine a été devant. Bon. Ils sont à peu près du même niveau. On va attendre effectivement qu'ils soient tous les deux sur une piste un petit peu propre. Et je ne vais pas parler de Singapour, c'est encore atypique, donc on va attendre un petit peu plus loin. Et puis là, j'espère qu'avant la fin de la saison, Esteban sera en mesure de nous faire un exploit. C'est-à-dire évidemment s'approcher des points, voire y rentrer. C'est bien ce que tout le monde attend de lui avant la fin de la saison, encore une fois. Je ne lui mets pas la pression, mais c'est bien. Donc en tout cas, on est content de le voir là. Et puis, écoute, il faut lui laisser le temps de continuer à apprendre et à se familiariser avec l'exploitation des pneumatiques. C'est ça le vrai problème. C'est le dernier tiers de saison là, qui va commencer. C'est fini pour l'Europe, dis donc. Oui. C'est fou maintenant, début septembre, il n'y a plus de Grand Prix en Europe. On peut le déplorer à tout niveau, parce que c'est les grandes pistes qu'on a fréquentées là, on l'a dit et redit, Silverstone, effectivement, Hockenheim, Spa-Francorchamps, Monza, voilà ce qui fait l'histoire de la Formule 1, voilà ce qu'on adore, Monaco évidemment avant. Et heureusement que quand même il y a une certaine conscience au niveau de la FIA peut-être et de la FOM qu'il faut garder tout ça dans le giron de la Formule 1. Ce serait une perte énorme si on n'avait que des Grands Prix bling-bling, j'allais
envie de dire. Singapour, c'est bien gentil, mais bon, ça nous fera jamais rêver. Hein. Ouais. Allez, on en reparlera quand même. Parce On en qu'on reparlera, suivra ça mais bien avec sûr qu'on va en attention. parler. Et on se retrouvera dans 15 jours. Là, il y a une petite pause, mais enfin, bon, normal, on va dire. Et donc, un nouveau débriefing à venir pour parler de Singapour dans 15 jours. Bon, ben merci Jean-Luc. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Allez, on va suivre ça, l'actu, au jour le jour pratiquement. Puis donc, on se retrouve très vite pour un nouveau débriefing. Salut à tous. Salut.